En tout cas, je suis très heureuse d'être invitée à présenter mes travaux dans le cadre de ce séminaire INSAP CJB. Merci aux organisateurs, merci à toutes et tous d'être présents à cette séance. Mais pour tout vous dire, le plaisir que j'ai à être parmi vous aujourd'hui s'accompagne d'autres sentiments beaucoup moins réjouissants. Je mentionnerai d'abord une forme d'inquiétude intellectuelle, ou pour le dire autrement, un certain inconfort que connaissent tous les historiens et les anthropologues des sciences lorsqu'ils s'adressent à la communauté savante qui est l'objet de leurs enquêtes. En l'occurrence, dans mon cas, m'adresser aux archéologues que vous êtes ou que certains d'entre vous sont ou deviendront s'il y a des étudiants, pose toute une série de questions sur lesquelles je reviendrai au cours de cet exposé. Autre point qui a suscité de l'embarras chez moi, en tout cas au moment où il a fallu préparer cette intervention, c'est le souvenir d'avoir présenté, il y a déjà de cela plusieurs années, une conférence à l'INSAP, organisée par l'association de ces anciens lauréats à l'INSAP, qui s'intitulait « Écrire l'histoire de l'archéologie au Maghreb ». Alors j'ai fait un peu d'archéologie moi-même pour remettre la main sur cette affiche. Le titre, enfin, vous avez les deux titres en miroir et vous constaterez comme moi qu'ils sont assez proches malgré un intervalle de plusieurs années. L'horaire a changé, effectivement. Mais en faisant ce constat, ça a été quelque part un peu désagréable ou troublant, en tout cas, puisque en fait, je me suis posé la question, mais est-ce que ça revient à dire que je fais du surplace depuis toutes ces années, que ma recherche stagne? Quoi de neuf, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai choisi de prendre cette question avec le sérieux qu'elle mérite, je pense, parce qu'au fond, interroger ses propres pratiques de chercheur et s'efforcer de restituer le caractère dynamique d'une enquête au long cours, nécessairement marquée par des inflexions, voire des bifurcations thématiques, comme par des reformulations épistémologiques liées à la confrontation avec les terrains pratiqués, ça permet d'éclairer, il me semble, et dans une perspective décalée, son objet de recherche. Cet objet de recherche, c'est l'archéologie, mais autant annoncer clairement la couleur, s'il y en a parmi vous qui attendaient un exposé d'une histoire événementielle de l'archéologie au Maghreb, vont être profondément déçus. J'en suis désolée, mais vu le format et le public de ce séminaire, il m'a semblé plus intéressant de m'efforcer de présenter justement les principales orientations d'une recherche en cours, ses bases méthodologiques, ainsi que les enjeux variés qui la caractérisent, tout en jalonnant mon propos, rassurez-vous quand même, de quelques données, de faits et de repères chronologiques, puisque c'est bien d'histoire de l'archéologie dont il va être question. Quelques mots justement sur cette histoire. Comme la plupart des sciences humaines et sociales, l'archéologie a fait l'objet depuis les années 1980 à peu près de travaux réflexifs. Alors aux chroniques romancées grand public ont succédé progressivement des histoires de l'archéologie depuis ses premières expressions antiquaires jusqu'à la professionnalisation de cette discipline. On a pu interroger l'évolution des techniques, méthodes et objectifs de cette science en mettant plus ou moins l'accent sur la polyvalence de son statut. Les dimensions conceptuelles et idéologiques de l'archéologie ont fait l'objet d'une théorisation particulièrement poussée dans le monde anglo-saxon. Et dans ce sillage, aujourd'hui, il y a un mouvement relativement récent et en plein essor qui s'intéresse aux pratiques et aux enjeux donc, de la recherche archéologique.
Le Maghreb n'est pas en reste dans ce courant historiographique. Il a déjà fait l'objet de plusieurs études poussées. Sans être exhaustive, on peut citer entre autres les travaux de Marcel Benabou, qui a commencé en fait à lancer les hostilités, si on peut dire. Puis Paul-Albert Février, bien sûr, qui relevait déjà il y a près de 30 ans, je le cite, hein, il n'y a pas plus d'histoire objective que d'archéologie naïve. Et, je pense encore aux travaux de Monique Donimper, Nabila Oulepsir pour l'Algérie, par exemple, à ceux de Myriam Bacha, Eve Grand-Emrich, Houssine Jaidi ou encore Myriam Sebaï pour la Tunisie. Pour le Maroc, on peut mentionner la thèse d'Annie Carnot, mais qui, à ma connaissance, n'a jamais été publiée. Je ne sais pas si... Non ? Ok. Ou pour évoquer des travaux plus récents, on peut mentionner par exemple ceux de notre collègue Shedat, que je remercie d'avoir fait le déplacement ce soir, ou de Najed Brahmi, ou encore de notre collègue dont je viens de faire la connaissance pour mon plus grand plaisir. Et j'espère qu'on poursuivra la discussion. On peut toutefois remarquer que ces questionnements sont aujourd'hui très largement portés par des professionnels issus des disciplines qu'ils étudient. Pour le cas du Maghreb et du Maroc plus spécifiquement, on peut quand même relever l'exception qui confirme la règle, qui est celle de notre collègue Ahmed Skounti, qui envisage l'archéologie donc en anthropologue, et c'est pas si courant. Or, ce que disent les auteurs de ces autocritiques ne peut constituer l'unique base d'une analyse de l'archéologie, et ils doivent même devenir, un peu comme les biochimistes pour Latour et Woolgar, des informateurs privilégiés, certes, mais des informateurs dont on doute. Il revient, de mon point de vue, à des non-archéologues d'ouvrir des fouilles documentaires et d'enquêter eux aussi avec un certain regard éloigné sur ces dossiers. C'est donc, comme le rappelait Adrien, en historienne du contemporain, que je m'intéresse à l'archéologie, à ce savoir pratique devenu une discipline professionnalisée et institutionnalisée avec des règles et des codes qui lui sont propres. Donc, histoire de l'archéologie comme discipline, oui, mais je dirais pas seulement, parce que en arpentant les sites archéologiques et leurs environs, en me familiarisant moi avec cet univers au gré d'expériences de terrain relativement prolongées en Tunisie, en Algérie et au Maroc, j'ai fini par prendre toute la mesure d'une formule que je trouve lumineuse de Gérard Lanclus, je vous la cite. « Une discipline est au savoir ce que l'orthographe est à l'écriture ». J'ai donc progressivement élargi moi-même mes perspectives d'enquête. Cet élargissement est d'autant plus ample que c'est au pluriel et non au singulier que j'envisage les savoirs archéologiques qui recouvrent dès lors l'ensemble disparate des connaissances, c'est-à-dire savantes mais aussi ordinaires, sur le principal objet de l'archéologie, à savoir les vestiges du passé. Je crois que j'ai oublié de passer... oui, bon, c'était purement illustratif, mais tout ça pour mentionner le fait que les sites archéologiques ne sont pas exclusivement le domaine des archéologues, qu'il y a des gens qui vivent autour, qui s'impliquent d'une manière ou d'une autre, que ça peut être, ça a pu être leur chez eux, etc. Et voilà, moi c'est des dimensions que je n'avais pas du tout envisagées au départ, auxquelles j'ai été confrontée et qui maintenant font partie intégrante de ma réflexion et de mes enquêtes, parce que j'estime que, après tout, les archéologues, les antiquisants ou n'importe quel spécialiste des sciences du passé n'a pas
le monopole du discours sur les ruines, sur les vestiges en général. Voilà. Et donc, voilà, par exemple, moi, que les habitants du site de Touga, en Tunisie, connaissent ce que l'archéologie a décrété être le Capitole de cette cité antique, comme le palais, qu'on appelle localement la rima, la tente, donc, de leur lointain ancêtre, le roi fondateur de leur ville. Ou qu'un chercheur de trésors m'explique comment fouiller correctement les environs du site de Djemila en Algérie, par exemple, et bien ça s'avère, dans les orientations de recherche qui sont les miennes, tout aussi intéressant qu'une controverse épigraphique quant à l'interprétation à donner à telle ou telle inscription, dans la mesure où il s'agit bien de formes de savoir, parmi d'autres plus académiques, sur des ruines. J'ouvre une toute petite parenthèse, si vous permettez, sur un malentendu, ou plus que ça, sur un débat un peu houleux avec un collègue archéologue au sujet de l'interprétation du tympan du Capitole, où j'expliquais dans une publication que pour les Dougis, pour les habitants donc, du village, parce que le site a été occupé jusque dans les années à peu près 1970. Donc, pour ces gens, ce qu'ils voient, c'est la fille du roi, Bint el-Rey, et c'était donc la demeure de des souverains de la ville, etc. Et un collègue archéologue, en tout cas docteur en archéologie, mais je ne sais pas s'il a beaucoup fouillé, peu importe, écrivait dans un compte-rendu que c'était complètement... que je commettais une erreur en disant ça, que c'était n'importe quoi. Bien sûr qu'on savait très bien qu'il s'agissait de l'apothéose d'Antonin le Pieux, mais enfin, comment pouvait-on imaginer qu'il puisse s'agir de Bint el-Rey? Donc il y avait une confusion des registres assez interpellante quand même, mais voilà, bref, c'est en passant sur le... Passons, justement. Bref, en tirant parti des apports significatifs de l'histoire et de l'anthropologie des sciences, je m'applique à écrire une histoire sociale des savoirs archéologiques et non plus, comme c'était le cas au départ, donc une histoire de la discipline stricto sensus. Cette histoire est particulièrement attentive aux conditions de production des données dites scientifiques, à l'environnement social et politique dans lequel elles sont établies, aux acteurs qui participent d'une manière ou d'une autre à leur invention, qu'il s'agisse d'archéologues professionnels ou d'amateurs, d'ouvriers, de chantiers de fouilles, etc., comme aux lieux dans lesquels elles s'élaborent. Donc ça peut être un site, un laboratoire, un musée, dans lesquels également elles se transmettent et circulent, universités, sociétés savantes, publications, médias, cinéma ou même littérature. Je suis très... j'ai une conception très large des lieux dans lesquels l'analyse peut se concentrer. J'interroge par ailleurs les effets de la recherche archéologique pour les sociétés dans lesquelles elle se pratique. Nombre de populations ont été évacuées, parfois manu militari, de leur chez eux pour permettre l'exploitation scientifique, mais aussi touristique d'un site. Pour s'en tenir à un exemple récent, on peut évoquer le cas de Tipaza, où là, il y a quelques années, une cinquantaine de familles ont vu leur maison démolie au bulldozer, puisque le site appartient désormais, nous dit l'ordre international, à l'humanité. Donc ça pose aussi toute une série de questions sur, mais au fond, à qui appartient un site et quelle humanité
est-ce celle-ci qui finalement rejette complètement les populations qui sont alentour? La question n'est pas simple, hein, il ne s'agit pas de mettre les bons et les mauvais d'un côté, mais quand même, il y a matière à réfléchir. L'autre phase de cette pièce est également envisagée par l'analyse des effets retour des recherches archéologiques dans les sociétés qui les pratiquent. Pour s'en tenir à la sphère académique, on sait par exemple combien la structuration de la recherche archéologique en France dans les années 1940 doit aux expérimentations institutionnelles et législatives testées sur le terrain colonial nord-africain. L'enquête porte enfin sur la manière dont les savoirs archéologiques sont mobilisés en termes de construction identitaire. On pense bien sûr au mythe de la latinité à l'époque coloniale. Là, c'est une photo prise dans l'amphithéâtre de Carthage, où c'est à l'occasion du congrès eucharistique de 1930, où on a déguisé tous les petits colons en habits de croisés. Donc, c'est quand même quelque chose de symboliquement assez lourd. Puis, après les indépendances, les nouveaux États-nations ont dû se construire d'autres référents, réinventer des généalogies illustres et toujours plus lointaines, ou s'appliquer à faire valoir, en jouant d'arguments archéologiques, une autochtonie toujours mieux ancrée. Une espèce de symétrie dans les démarches, mais je pense qu'elle doit quand même être mentionnée également. C'est-à-dire que cette instrumentalisation, c'est pas vrai, elle ne s'arrête pas au moment des indépendances. On peut citer l'engouement pour le carthagénisme en Tunisie, par exemple, ou, dans le même ordre d'idées, et certainement dans une mesure moindre, évoquer l'affirmation des recherches sur le patrimoine mort au Maroc, en l'occurrence, dont les revendications identitaires ne sont pas totalement absentes, me semble-t-il, mais à débattre. Hein. Il a fallu instruire des procès en héroïsation d'ancêtres glorieux, comme Saint-Augustin par exemple, qui peinent parfois à faire l'unanimité à l'échelle d'une nation où la gestion de l'héritage anté-islamique peut s'avérer problématique. À cet égard, hein, n'oublions pas que pendant la décennie noire en Algérie, nombre de collègues antiquisants ou archéologues ont été assassinés du fait même d'avoir travaillé sur les périodes de la Jaïlie. Quelques mots à présent sur la périodisation de cette histoire des savoirs archéologiques. Mes recherches couvrent essentiellement les 19e et 20e siècles parce que tout simplement ça correspond à l'affirmation conjuguée des savoirs archéologiques et des patrimonialisations dans leur forme institutionnalisée. J'ai longtemps travaillé sur l'histoire de l'archéologie en situation coloniale, d'abord parce que ça présente un intérêt scientifique évident, puisque c'est en effet à cette période qu'ont été mises en place les institutions, le cadre législatif, etc., qui encadrent cette activité. Pour des raisons très pragmatiques, parce que pour pouvoir écrire l'histoire, il nous faut des sources, et que la documentation relative à cette période est disponible, enfin relativement accessible, ça dépend des cas, on en rediscutera peut-être aussi. Mais aussi, je pense, par une certaine facilité ou une commodité, parce que forcément, c'est beaucoup moins risqué d'oser une analyse historienne, c'est-à-dire nécessairement critique, sur des acteurs qui sont morts. Voilà. Je me suis donc appliquée à retracer l'histoire des différents services des antiquités mis en place en Tunisie, qui a été assez pionnière dans le domaine puisqu'elle a bénéficié de l'expérience algérienne. C'est en fait là que le premier service a été créé en 1888. En Algérie, finalement, ça date que de 1912, donc assez tard par rapport à la date de la conquête coloniale. Et la direction des antiquités ne date que de 1923. Et pour le Maroc, comme vous le savez,
c'est 1918 où le service en tant que tel a été institué après une première phase à Volubilis. Je crois aujourd'hui qu'il est important de continuer à travailler sur cette période, mais je crois aussi que pour appréhender le monde étrange et compliqué des archéologues, ça c'est une expression de Georges Vallet, qui a été directeur de l'école française de Rome au début des années 70, et moi qui me semble une belle formule. Voilà, pour essayer d'appréhender toute cette communauté dans toute sa complexité, ben, il conviendrait peut-être de sortir de certains sentiers battus dans lesquels peuvent nous enfermer une histoire institutionnelle un peu sèche. Toujours est-il que chemin faisant, j'ai progressivement enjambé ces bornes chronologiques auxquelles je m'étais d'abord sagement cantonnée. En amont d'abord, parce que, et là, cette évolution, ça correspond de fait à l'élargissement de la conception que j'ai de mon objet et que j'ai décrit plus haut, c'est-à-dire que c'est plus uniquement la discipline archéologique, mais les savoirs archéologiques. Donc, je m'autorise des incursions maîtrisées dans certaines altérités historiques, l'exploration des ruines et la production de connaissances à leur endroit n'a pas débuté avec la naissance de l'archéologie en tant que science. Elles lui sont bien évidemment antérieures, et c'était à cette préhistoire-là, en quelque sorte, que je m'intéresse désormais quand ça fait sens. Juste un exemple rapide, celui d'un type très intéressant d'archéologie vernaculaire pratiquée par une congrégation de lettrés réunis dans la ville de Fès, instigateurs de fouilles, bon, on peut discuter du terme, mais dans les sites antiques du Maroc dès le XVIe siècle. Donc c'est attesté notamment par Léon l'Africain. Pour ce qui est de l'autre extrémité chronologique, soit du terminus ad quem de l'étude, si vous voulez. Alors là, je dépasse aussi allègrement la date des indépendances politiques, traditionnellement érigée en colonne d'Hercule de ce champ historiographique. Parce qu'il me semble que c'est à partir des décolonisations, et parce qu'elles gagnent un niveau de complexité, avec la nationalisation des affaires archéologiques, que les choses les plus intéressantes se jouent. Comment les strates anciennes et récentes, faites d'un passé à la fois anté-islamique et colonial, ont pu être réinvesties par les représentants des nouvelles archéologies nationales et autochtones. La lutte pour le pouvoir archéologique ne s'est pas faite sans heurts. La partie française n'a globalement pas accepté de coucher les pions qu'elle avait patiemment et savamment placés sur l'échiquier archéologique maghrébin pendant plusieurs décennies, sans livrer bataille. De l'autre côté, il a fallu conquérir dans une certaine urgence, faute d'y avoir été préparé, parce qu'à quelques vraiment rares exceptions près, que ce soit en Tunisie, en Algérie ou au Maroc, il n'y avait pas un chercheur maghrébin en poste dans ces institutions. Du coup, voilà, il a fallu conquérir ce droit de gérer souverainement un patrimoine archéologique devenu national. Selon les pays et surtout selon les individus en présence, les choses ont pris des tournures différentes. En Tunisie, le passage d'un temps à un autre, du protectorat à l'indépendance, s'est réalisé dans des conditions, mais alors bien moins sereines que ne laissent penser les rapports académiques compassés ou les discours officiels versant, comme c'est souvent la règle, dans le politiquement correct. Le directeur des Antiquités, l'année de 1956, s'appelait Edmond Frezouls. Il a fait l'objet de campagnes diffamatoires dans la presse, accusé d'avoir volé des pièces archéologiques. Il a été dénoncé par le chef du département des études médiévales qui, lui, briguait ce poste.
il y a eu une intervention de la police. Enfin, tout ça est documenté. Hein. On a les PV, l'interrogatoire, etc. Ils n'ont rien trouvé, mais il a remis sa démission. Dès l'autonomie interne, la France avait anticipé les choses, ou disons qu'elle avait senti le vent tourner, et pour se préparer comme une espèce de filet de sécurité, pour conserver ses positions sur place, elle a mis en place un organisme intitulé la Mission archéologique française en Tunisie, qui coexistait donc au service des Antiquités, qui lui était rattaché au gouvernement tunisien. Donc en cas d'indépendance, il savait très bien que ça allait leur passer sous le nez. Mais il se trouve que donc elle a vécu quelques années, elle a été dirigée par Pierre Saintas. Je ne rentre pas ici dans les détails. Mais pour montrer ces liens entre bouleversement politique et institutions archéologiques, c'est pas anodin de noter que cette mission, elle ne survivra pas à la crise de Bizerte. C'est-à-dire qu'immédiatement après, paf, elle ferme et tout le monde est dirigé vers la sortie. Donc il y a eu plusieurs années de rupture et puis une reprise assez laborieuse, mais il a fallu inventer de nouvelles formes de coopération. Donc là, il y a un changement de visage, c'est-à-dire qu'on passe à un nouvel ordre de fonctionnement qui est celui voilà, d'une coopération où les choses étaient peut-être davantage symétriques, pour reprendre un des mots évoqués dans ta présentation, Adrien. Au Maroc, j'imagine que je ne vous apprendrai rien en vous disant que cette période de transition a été également particulièrement compliquée. En dépit d'une résistance qui pourrait sembler déraisonnable à certains égards, Maurice Euzéna et son équipe ont été, pour le dire très rapidement, évacués du Maroc en 1963, tandis que Mademoiselle Khatib devenait la première Marocaine responsable des antiquités du pays. Sans entrer, là non plus, je dois y aller à gros traits, mais il y a un point intéressant à observer, me semble-t-il, c'est que des archéologues français ont bel et bien pu continuer à fouiller au Maroc, mais ils n'appartenaient pas au sérail académique parce que voilà, il y a eu une rupture du fait aussi de positions idéologiques et politiques de la partie française et notamment de Maurice Euzéna, qui avait une conception quand même très, très particulière de son rôle et j'allais dire de la coopération, mais je ne sais pas si le terme est tout à fait adéquat. Voilà. Bref, une génération faite c'est l'époque des Boubes, Ponsig, Jodin, etc., qui, eux, ont pu fouiller, et ça n'a pas manqué d'attiser les rancœurs au sein de la communauté savante, qui a pu les renvoyer avec un mépris très marqué à leur statut d'amateur. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas un bloc marocain, un bloc français. Au sein même des partis en présence, il y a des dissidences, il y a des espèces on pourrait dire de guerre civile, mais d'opposition en tout cas, qui sont très marquées et que ça ne peut pas se réduire à un camp contre un autre. Un camp national, je veux dire, contre un autre camp national aussi. En Algérie, contre toute attente, vu la violence de la décolonisation, c'est sans doute là que la phase de transition du pouvoir archéologique s'est passée avec le moins d'encombre. Et ça, on le doit à la personnalité de Paul-Albert Février, qui a su tout simplement, j'allais dire, accepter la situation, qui a passé le relais avec lucidité, satisfaction et même avec une certaine fierté. Il restera en poste
dans les cadres algériens, au service des antiquités algériennes, payé par le gouvernement algérien, jusqu'en 1968. Et quand il part, c'est-à-dire il part au moment où il savait que la relève était assurée et que des gens compétents étaient formés et pouvaient reprendre la tête de l'institution. Et je pense que Mounir Bouchnaki est un des premiers à avoir assumé cette fonction. Bref, comme vous le percevez à travers ce survol à pas de course, les décolonisations archéologiques ont provoqué une situation proprement oedipienne, cure à gérer les uns et les autres, entre paternalisme et rancœurs diverses. Est-ce qu'il fallait tuer ses pères ex-colonisateurs ? De l'autre côté, quel rapport entretenir avec ses héritiers scientifiques désormais émancipés? C'est des questions assez fortes épistémologiquement. Mais comme je venais de le laisser entendre, il serait très simplificateur de penser les choses en termes binaires et trop facile et faux, par ailleurs, d'opposer d'un côté les archéologues français et de l'autre les archéologues tunisiens, algériens ou marocains. C'est pourquoi travailler sur la question de la tradition scientifique, des réseaux académiques ou des généalogies savantes, ça me permet de constituer un moyen pertinent pour éviter précisément cet écueil. Ça fait voir les choses comme une sorte de continuum et de fait, on ne peut pas réduire l'archéologie à la période historique, fût-elle coloniale ou nationale, dans laquelle elle s'inscrit. Alors maintenant, un petit mot sur les sources. Mes travaux se fondent sur un corpus documentaire le plus ouvert possible. En fonction des cas, je mobilise des sources imprimées, textes réglementaires encadrant l'activité archéologique et patrimoniale, de la littérature grise et de la production savante. De très riches sources d'archives. On peut citer principalement les fonds des institutions donc impliquées dans cette recherche, tant en France et en Italie, parce que l'école de Rome a joué un rôle absolument crucial dans cette affaire, et qu'au Maghreb, parce que mon intention est quand même que cette histoire puisse être écrite à part égale, pour reprendre le joli titre d'un livre de Romain Bertrand. Mais bon, je serais peut-être déçue, on en rediscutera. Je pensais que je trouverais peut-être des éléments qui me permettraient de couvrir cette période-là ici. Visiblement, il n'y a pas foison de documents, et pour le moment, moi, en tout cas pour le Maroc, je suis limitée à la version française et à l'interprétation de ce côté-là de la Méditerranée, de la lecture des faits. Ce n'est pas le cas en Tunisie où j'ai pu avoir accès aux archives de l'INP, et j'espère profiter du prochain séjour en Algérie pour pouvoir consulter les archives du CNRA. On verra. Un mot peut-être sur l'exploitation de ces archives. On peut lire par exemple en introduction d'un livre sur l'histoire de l'archéologie en Syrie et au Liban à l'époque du mandat. Je cite l'auteur: « Bien entendu, les documents personnels ou anecdotiques n'ont pas utilisé. » Alors, je vois, moi, au contraire, dans l'usage d'expressions autrement plus franches que les lisses rapports officiels, le meilleur moyen de rendre à l'archéologie son épaisseur sociale et humaine. Alors, pour s'en tenir à un exemple relatif à la période coloniale, est-ce que c'est là? Oui. Quand, au sujet d'une fouille conduite sur le site de Douga à la fin des années 1890, son auteur note sobrement, dans son compte-rendu de mission académique, là, la phrase que vous avez sur la gauche du tableau,
on n'a rien qui nous renseigne sur les conditions dans lesquelles l'archéologie a pu se pratiquer, ni sur l'état d'esprit du fouilleur. Ce qu'en revanche, la correspondance privée permet d'interroger. Et là, sur l'autre droite, donc, on a la version plus franche. Voilà. Parallèlement à ces recherches en archives, je conduis une série d'entretiens, soit par interview, soit par correspondance dans certains cas, avec différents acteurs impliqués dans l'activité archéologique et patrimoniale au Maghreb depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui. Parce que je crois qu'il est tout à fait possible, qu'il n'est pas facile, mais qu'il est même souhaitable d'écrire une histoire du temps présent de l'archéologie. Enfin, lors de missions sur les sites étudiés, je recueille les témoignages des habitants des alentours et de tous ceux qui participent d'une manière ou d'une autre à la vie d'un site archéologique. Donc, le périmètre de cette recherche peut sembler peut-être comme ça un peu ambitieux ou voire démesuré, mais il faut quand même savoir que c'est une recherche qui s'inscrit dans le temps long d'une carrière. Donc voilà, l'horizon est lointain. Et ensuite et surtout, je dois préciser que je n'ai aucune ambition à l'exhaustivité. Je travaille au contraire à partir d'études de cas très circonscrites que je tente par la suite de connecter les unes aux autres et qui toutes s'appliquent à mettre en relation des ruines, des ancêtres et des savants dans une temporalité chaque fois ajustée et dans un contexte social et politique qui leur est propre. Sur mon positionnement, toujours, un dernier point me semble important à signaler. Le fait d'avoir été affecté pendant quelques années dans un laboratoire d'archéologie, ce qui n'avait pas été le cas puisque je suis historienne et j'ai par ailleurs une formation en anthropologie. J'ai eu la chance de passer quelques années au laboratoire TRACE, donc un laboratoire peuplé d'archéologues dont Thomas Soubira est un digne, illustre représentant même. Et également d'avoir intégré les équipes de mission archéologiques. Malheureusement, je ne vois pas le professeur Herbati dans la salle, je crois qu'il n'a pas pu venir, il m'a dit, mais en tout cas, je lui dois une fière chandelle et j'ai énormément de reconnaissance parce que, comme directeur de la mission de Tijin Massa, il m'a autorisé, avec le co-directeur François-Xavier Fauvel, ils m'ont tous les deux autorisé à faire partie de cette équipe. Et donc, cette fréquentation m'a conduite à repenser significativement mon rapport aux archéologues. D'objets d'étude, ou disons de sujets d'histoire, ils sont devenus, en outre et peu à peu, plus que des collègues, les partenaires d'une aventure intellectuelle. Et cette association, elle permet, je pense, de favoriser des synergies inventives. En clair, ça implique de tenter de nouvelles formes de collaboration entre contemporanéistes et spécialistes des sciences du passé lointain. Pour finir, quelques mots sur les enjeux de cette recherche. L'érudition va servir la cause de différentes historiographies en plein renouvellement, depuis l'histoire de l'archéologie, conçue comme partie intégrante des processus de disciplinarisation et d'institutionnalisation des sciences de l'homme, jusqu'à celle des études coloniales et postcoloniales, et plus spécifiquement des études aréales, comme on dit, sur le Maghreb, qui sont aujourd'hui trop souvent centrées sur l'analyse des bouleversements politiques et religieux récents, en passant également par l'histoire connectée des savoirs et des patrimonialisations. J'ajoute que cette recherche, à travers le cas des archéologues,
permet de participer à une réflexion essentielle dans nos domaines et plus générale sur les archives des chercheurs et leur accessibilité. Autre enjeu institutionnel, celui-ci, travailler sur l'histoire des savoirs archéologiques au Maghreb peut contribuer au rapprochement du réseau des instituts comme le Centre Jacques Berck, l'IRMC, donc qu'on appelle des UMIFRE, qui sont copilotés par, comme vous le savez, le CNRS et le ministère des Affaires étrangères, mais aussi des établissements comme l'École de Rome ou la Casa de Velázquez, notamment, et les différents instituts du Maghreb chargés des questions archéologiques, l'INSAP au Maroc, le CNRA en Algérie et l'INP en Tunisie. Et tout ça permettrait de fédérer des compétences variées. Je conclurai en signalant que la question du rapport des sociétés contemporaines aux traces matérielles du passé ne constitue pas uniquement un enjeu pour nos domaines. Quand refleurissent les grands récits sur les identités nationales, ou quand des sites historiques majeurs comme Palmyre sont méthodiquement anéantis, ou pour prendre un exemple plus proche de nous, voilà, un exemple plus proche de nous qui interviendra demain, à savoir la restitution de restes humains fossiles de l'Université de Bordeaux à l'INSAP. Ben, on se dit que cette question, c'est aussi un réel enjeu de société. Je vous remercie de votre attention.